Un PDG infiltré a trouvé une nouvelle caissière en train de pleurer dans la salle de repos. Ce qu'elle a dit ensuite lui a brisé le cœur. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Un PDG infiltré trouve une nouvelle caissière en larmes dans la salle de pause. Ce qu'elle lui dit ensuite lui brise le cœur. Sous la faible lumière jaune de la salle de pause, Ethan s'arrêta sur le seuil. Le doux bourdonnement du distributeur de soda emplissait le silence, mais c'est le son de pleurs étouffés qui le figea sur place. Sur le canapé usé près des casiers, une jeune femme était assise, recroquevillée sur elle-même, les bras enroulés autour de son corps. Ses cheveux blonds collaient à ses joues humides, captant la lumière comme des fils d'or ternis par le chagrin. Il fit un pas prudent à l'intérieur. « Pourquoi pleurez-vous ici toute seule » demanda-t-il d'une voix basse et douce. La femme sursauta, surprise. Elle essuya rapidement ses yeux, mais ne le regarda pas. Sa voix était ferme, bien que fatiguée. Si vous veniez de perdre votre mère et deviez quand même sourire aux clients, vous pleureriez aussi. Ethan s'arrêta net. Il ne s'attendait pas à ça. Il était venu chercher une bouteille d'eau, pas pour tomber sur le chagrin de quelqu'un d'autre. Le poids de ces mots le frappa en pleine poitrine. « Je suis désolé », dit-il doucement. Elle secoua la tête, balayant ses excuses. Elle se pencha en arrière, les yeux maintenant secs, mais le regard lointain. Son uniforme était légèrement froissé, son badge nominatif, où l'on pouvait lire « Lisa » de travers. Ethan regarda vers le mini-frigo, mais ne bougea pas. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était plein de non-dits. Normalement, il aurait laissé de l'espace aux gens, mais pas cette fois. « Je m'appelle Ethan », dit-il, offrant son nom comme un rameau d'olivier. Lisa le regarda, le voyant vraiment pour la première fois, l'évaluant, jugeant s'il n'était qu'une autre personne qui oublierait ses larmes en quelques minutes. Après une pause, elle répondit « Lisa ». Il voulait en dire plus, offrir quelque chose. « Voulez-vous être seule » demanda-t-il à la place. Elle haussa à demi les épaules. « Ça n'a pas d'importance. Il me reste 5 minutes. » Il jeta un œil à l'horloge. Elle avait raison. Dans quelques minutes, elle serait de retour à sa caisse, à scanner des articles, faisant semblant que son monde ne venait pas de s'effondrer. Il s'assit sur le banc en face d'elle. « Je ne voulais pas m'immiscer. C'est juste, je comprends ce que c'est de perdre quelqu'un. » Lisa le regarda, surprise, mais resta silencieuse. « C'est difficile à expliquer aux gens qui ne l'ont pas vécu, » dit-il. « Ils s'attendent à ce que vous pleuriez en silence, preniez un jour de congé, puis reveniez comme si de rien n'était, comme si tout était réparé. » Lisa laissa échapper un rire amer. « Exactement. » Il hocha la tête. Il passe à autre chose. Il pense que vous aussi. Pendant un instant, elle sembla vouloir dire quelque chose, mais fixa plutôt le sol, tapotant légèrement du pied, décomptant le temps jusqu'à ce qu'elle doive à nouveau porter son masque. Ethan l'observait. Il y avait quelque chose dans son silence, quelque chose de fort. Il avait connu le deuil. Il l'avait vu dans le miroir. Mais le sien était différent. Frais, brut, et tranquillement inflexible. C'est le genre de personne qui se brise en silence, pensa-t-il, mais qui continue de venir. Alors qu'il se levait pour partir, il marqua une pause. « Si jamais vous voulez parler, dit-il, ou ne pas parler, je suis dans le coin. » Lisa ne répondit pas, mais alors qu'il se tournait pour s'en aller, il remarqua que ses yeux le suivaient, juste une seconde. Pas avec curiosité, ni avec méfiance, juste avec reconnaissance. Le genre de regard qu'un soldat adresse à un autre sur un champ de bataille. Il retourna sous les lumières vives du magasin, le cœur un peu plus lourd, son esprit rejoint encore le son de sa voix. Ce n'était pas seulement sa tristesse qui lui restait. C'était la force qu'il fallait pour la porter si silencieusement. À 35 ans, Ethan Hay était un nom bien connu dans le monde de la grande distribution. Il était le fondateur et PDG d'Ethan Mart, une chaîne de supermarchés qui avait connu une croissance rapide au cours de la dernière décennie. Mais peu de gens savaient pourquoi il l'avait créée. La vision d'Ethan était née d'une perte, la mort de sa mère, et de l'espoir qu'il pourrait créer quelque chose de mieux pour les gens comme elle. Helen Hay avait été une mère célibataire et une caissière, travaillant tard le soir et rentrant épuisée, mais ne manquant jamais de sourire en bordant Ethan dans son lit. Elle lui avait appris que la gentillesse n'était pas une option. C'était un mode de vie. Elle n'a jamais vécu assez longtemps pour voir son succès. Mais Ethan avait promis que ses sacrifices ne seraient pas vains. Quand il a ouvert le premier Ethan Mart à 25 ans, il ne s'agissait pas seulement de vendre des produits d'épicerie. Il s'agissait de dignité.
Il s'assurait que les employés aient des congés maladie payés, des horaires flexibles et des salles de pause avec de vrais canapés et du café, pas seulement des distributeurs automatiques. Et ça a fonctionné. L'entreprise a grandi. Et pendant un certain temps, le cœur qui l'animait aussi. Mais quelque chose a changé à mesure que l'entreprise s'est développée. Plus de magasins, plus de cadres, plus d'investisseurs. Ethan a commencé à remarquer des choses. Les rapports des magasins semblaient solides, mais le taux de rotation du personnel augmentait. Les directeurs parlaient en chiffres, pas en noms. Des mots comme efficacité et contrôle des coûts ont remplacé respect et bien-être. Puis est arrivée la lettre, laissée anonymement sur son bureau. Elle était directe mais honnête. Un directeur de magasin de longue date décrivait un lieu de travail vidé de ses valeurs originelles. Épuisement professionnel, pression, peur. Vous avez commencé quelque chose de bien, disait la lettre, mais nous ne le ressentons plus. Vous avez bâti cette entreprise avec cœur, mais on a l'impression que le cœur n'y est plus. Ethan l'a lu 3 fois. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Il se souvint d'un jour, enfant, où il avait vu sa mère pleurer dans la cuisine après s'être fait réprimander pour avoir donné un sandwich à un homme affamé. Il s'était alors promis, si un jour je dirige quelque chose, personne ne sera puni pour avoir été gentil. Maintenant, assis dans son bureau au sommet d'un gratte-ciel avec vue sur la ville, il se demandait s'il avait rompu cette promesse. La décision fut rapide, mais pas impulsive. Elle était nécessaire. S'il voulait la vérité, il ne la trouverait pas derrière un bureau en acajou dans un costume sur mesure. Il devait retourner sur le terrain, auprès des gens. Il allait travailler en infiltration. Pas de presse, pas d'assistant, juste Ethan, dépouillé de son titre, travaillant comme un employé ordinaire. Il choisit un magasin loin du siège social, le magasin 48, un lieu tranquille en banlieue où personne ne le connaissait. Là, il postula sous le nom d'Ethan J. et commença tout en bas de l'échelle, employé de mise en rayon, dans l'arrière-boutique, pour les quarts de nuit. Son travail était simple, décharger des palettes, récurer les sols et sortir les poubelles. Ainsi, un froid mercredi soir, Ethan se retrouva à passer la serpillière dans une allée du fond, la sueur perlant à son col, les bras endoloris d'avoir soulevé des caisses d'eau en bouteille. Les clients passaient sans le voir. Les employés lui adressaient des hochements de tête polis. Personne ne savait. Et pour la première fois depuis des années, Ethan se sentit ancré. Il n'y avait pas de bureau d'angle, pas de tampon, juste lui, face à la culture même qu'il avait créée. Ou peut-être perdu. Il s'essuya les mains sur une serviette, regardant la longue rangée d'étagères. « J'ai fait une promesse », murmura-t-il. « Et je dois savoir si je l'ai rompue. » Les quarts de nuit au magasin 48 étaient plus calmes que ceux de jour, mais Ethan avait fini par comprendre que c'était à ce moment-là que les aspects les plus vrais des gens se révélaient. Sous les néons, dépouillés de l'agitation et du bruit, le rythme du magasin ralentissait pour devenir presque humain. C'est là qu'il a commencé à la remarquer. Lisa. Elle travaillait à la caisse 3, prenait toujours le dernier service et parlait rarement à moins qu'on ne lui adresse la parole. Elle était mince, avec une peau pâle et de longs cheveux blonds qu'elle attachait en une queue de cheval lâche. Mais ce qui frappa Ethan n'était pas son apparence. C'étaient ses yeux. Il y avait en eux quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Pas exactement de la tristesse, mais une certaine immobilité, comme quelqu'un qui avait appris à vivre avec une blessure jamais tout à fait guérie. Elle était toujours gentille avec les clients, mais pas de manière théâtrale. C'était une gentillesse discrète, réelle. Quand un homme âgé est passé à sa caisse et qu'il lui manquait $2 pour ses courses, elle a sorti la monnaie de sa propre poche sans hésiter et lui a dit de ne pas s'en faire. Quand l'enfant d'une jeune mère a piqué une crise et renversé un présentoir, Lisa s'est calmement agenouillée pour aider à nettoyer tout en offrant un mot doux pour apaiser la femme paniquée. Elle prenait les services que personne d'autre ne voulait. Elle pointait en retard. Un jour, Ethan l'a vue éponger du café renversé qui n'était même pas dans son rayon, simplement parce que personne d'autre ne l'avait remarqué. Elle ne se plaignait jamais. Elle n'attendait jamais d'éloges. Elle faisait simplement ce qui devait être fait. Et pourtant, son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Ethan l'observait de loin, non pas d'une manière intrusive, mais avec attention. Chaque fois qu'il la voyait interagir avec un client, il essayait de lire entre ses gestes. La façon dont elle serrait le comptoir une seconde de plus après un échange particulièrement impoli. La façon dont elle se détournait rapidement après un rire poli, comme si elle avait peur que le masque ne glisse. Un soir, il la vit marcher seule vers la salle de pause à la fin de son service. Ses épaules étaient tendues. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, puis disparut derrière la porte battante.
C'est la première fois qu'il se demanda quel fardeau elle portait. Il ne pouvait s'arrêter de penser à elle. Ce n'était pas romantique, du moins pas encore, mais c'était quelque chose de plus profond, quelque chose comme une reconnaissance. Il voyait en elle la force tranquille de quelqu'un qui endure, qui continue, non pas parce qu'elle en a l'énergie, mais parce qu'elle n'a pas d'autre choix. Ethan avait passé la semaine précédente à pousser des chariots, à réapprovisionner les étagères et à nettoyer des bocaux cassés. Son corps était endolori à des endroits qu'il avait oubliés, mais rien ne le troublait autant que la présence de cette fille qui portait sa douleur comme une seconde peau. Un soir, alors qu'il passait devant sa caisse à la fermeture, il entendit un client lui aboyer dessus pour avoir scanné un article 2 fois. Elle s'excusa immédiatement, annula le doublon et tendit le reçu à la femme avec des mains fermes. Alors que la cliente s'éloignait, Ethan aperçut le visage de Lisa. Elle souriait toujours, mais ses yeux semblaient être ailleurs. C'est là qu'il a compris. Quelle que soit la douleur qu'elle portait, elle était ancienne, usée, comme un manteau qu'elle s'était habituée à porter. Pourquoi reste-t-elle ici ? Se demanda Ethan plus tard cette nuit-là, assis seul dans la salle de pause. Pourquoi une fille comme elle choisit-elle cette vie ? Est-ce vraiment un choix ? Il pensa à sa mère, à la façon dont elle lui avait souri même quand son monde s'effondrait. À la façon dont elle disait que certaines personnes donnent plus qu'elles ne le devraient parce qu'elles ont peur que personne d'autre ne le fasse. Il regarda vers la porte par laquelle Lisa était passée plus tôt et pensa, elle n'est pas juste une autre employée. Il y a autre chose, quelque chose que je dois comprendre. Et à partir de ce moment, Ethan commença à observer plus attentivement, non pas par suspicion, mais avec une sorte de respect silencieux. Il y avait plus en Lisa qu'il n'y paraissait, et il le sentait au plus profond de lui. Quoi que ce fût, cela allait tout changer. La porte de la salle de pause grinça quand Ethan la poussa, s'attendant au silence. Mais dès qu'il entra, il s'arrêta. Elle était de nouveau là, Lisa, assise au bord du canapé, les coudes sur les genoux, une vieille photo serrée fermement dans ses mains. Son dos était légèrement voûté, sa posture rigide, comme si elle essayait de se contenir par la seule force de sa volonté. Ses yeux ne croisèrent pas les siens, mais elle ne lui dit pas non plus de partir. « Je suis désolé, » dit doucement Ethan, restant près de la porte. « Je ne voulais pas m'immiscer. » Lisa secoua la tête à peine perceptiblement. Ses doigts tremblaient en se resserrant sur les bords de la photo. « Ce n'est rien. J'avais juste besoin d'un moment. » Ethan se déplaça silencieusement vers le banc en face d'elle et s'assit sans un mot. Il ne voulait pas briser le fragile équilibre qui l'empêchait de s'effondrer. Lisa regarda la photo, sans vraiment la voir. Sa voix, quand elle parla, était basse et fragile. « J'ai fait des erreurs à la caisse. J'ai entré le mauvais prix 2 fois aujourd'hui. Oublié de mettre en sac les produits d'une femme. Elle m'a crié dessus devant toute la file. A dit que j'étais une incapable. » Ethan resta silencieux. « Je n'ai même pas pu la regarder dans les yeux, » continua Lisa. Je voulais m'excuser, mais les mots ne sortaient pas. Ma tête est ailleurs. Ses lèvres se pressèrent en une ligne fine. Elle détourna le regard, la mâchoire serrée comme si elle essayait de piéger les émotions qui lui montaient à la gorge. J'ai demandé un jour de congé de plus, dit-elle après une pause. Juste un. Mais le directeur a dit que si je manquais 2 jours dans le même mois, il me retirerait du planning. Ethan sentit la colère monter en lui, mais il la ravala. Il ne s'agissait pas de lui. Je ne peux pas me permettre de perdre ce travail, dit Lisa, la voix brisée. Mon petit frère. Il n'a que 6 ans. Il a besoin de nourriture, de vêtements, d'un toit au-dessus de sa tête. Je suis tout ce qu'il a maintenant. Elle s'interrompit, le souffle court. Il n'arrête pas de poser des questions sur elle, murmura-t-elle. Chaque soir. Comment va maman aujourd'hui ? A-t-elle reçu mon dessin ? Est-elle toujours fatiguée ? Ses mains tremblaient plus fort maintenant, et elle les porta à son visage, cachant son expression alors que ses épaules se recroquevillaient. Je ne peux pas le lui dire, dit-elle à travers ses mains. Je ne peux pas être celle qui le dit. Il lui fait des dessins chaque semaine. Je les envoie à une adresse qui n'existe pas et je fais semblant qu'elle est encore trop faible pour répondre. Chaque soir je mens, et chaque matin je pleure avant qu'il ne se réveille. La poitrine d'Ethan se serra. Il n'y avait pas de mots pour ça. Pas de réconfort assez grand pour envelopper le poids qu'elle portait. J'ai peur, murmura Lisa, baissant enfin les mains. J'ai peur que lorsqu'il découvrira la vérité, il arrête de sourire. Qu'il perde le dernier morceau d'elle qu'il me reste. Ethan la regarda, le silence dans la pièce maintenant dense, douloureux. Elle le regarda, les yeux rougis, mais secs. J'ai l'impression de me briser, mais je n'ai pas le temps de me briser.
Il hocha lentement la tête, sa voix à peine audible. Vous ne devriez pas avoir apporté ça seul. Lisa eut un rire sans joie. Mais c'est le cas. C'est ça le problème. Personne d'autre ne va intervenir. Si je m'effondre, tout s'effondre avec moi. Elle se pencha en arrière contre le canapé, la photo reposant maintenant sur ses genoux. Ethan y jeta un œil. 3 visages souriants. L'un d'eux, un garçon aux yeux vifs et au large sourire édenté. C'est lui, demanda doucement Ethan. Elle hocha la tête. Tommy. Il ne sait même pas encore ce qu'est le deuil, et je fais tout ce que je peux pour que ça reste ainsi, encore un peu. Ils restèrent assis en silence un moment. Le bourdonnement du distributeur, le tic-tac de l'horloge, même le bruit lointain du magasin à l'extérieur. Tout s'estompa en arrière-plan. Ethan voulait lui promettre quelque chose. N'importe quoi. Qu'elle irait bien. Que les choses s'amélioreraient. Mais tout ce qu'il pouvait faire, c'était s'asseoir à côté d'elle et sentir la gravité de son monde peser sur lui. Elle s'essuya le visage avec la manche de son uniforme et se leva lentement. « Je devrais y retourner », dit-elle, la voix basse mais ferme. Ethan se leva aussi. « Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le simplement. » Lisa ne répondit pas tout de suite. Puis, presque imperceptiblement, elle fit un petit signe de tête et sortit, la photo toujours à la main. Et Ethan, laissé seul dans le silence, sut que quelque chose avait changé. Il avait déjà vu la douleur, mais pas comme ça. Il venait d'entrer dans l'obscurité de Lisa et y avait trouvé une lumière si féroce qu'elle lui faisait mal à la poitrine. La soirée était calme au magasin. Les allées étaient presque vides, le bourdonnement des néons remplissant le silence. Ethan, terminant son service, essuyait une étagère dans le rayon des surgelés quand il remarqua Lisa dans l'allée adjacente, agenouillée près des boîtes de soupe, les organisant méthodiquement avec une concentration mécanique. Ses mouvements étaient nets, précis, mais manquaient de toute énergie. Ses yeux fixaient le vide. Il hésita, puis s'approcha. « Besoin d'un coup de main ?» Lisa leva les yeux, surprise, puis réussit à esquisser un petit sourire fatigué. « Ça va. Je m'occupe, c'est tout. » Ethan s'accroupit à côté d'elle et commença à empiler des boîtes. Parfois, ça aide. Le silence s'ensuivit, mais il n'était pas inconfortable. Puis Lisa parla, d'une voix douce. « Avez-vous déjà rencontré quelqu'un ? Juste une fois, mais cette personne a tout changé. » Il la regarda, surpris. « Oui, je crois que oui. » Lisa hocha la tête. « Ma mère disait qu'il y avait quelqu'un comme ça pour elle. » Ethan s'arrêta. « Qui ? » Elle conduisait tard, il y a 10 ans. Il pleuvait très fort. Sa voiture a dérapé et a fini dans un fossé. Elle était piégée, effrayée. La voix de Lisa baissa, empreinte d'une sorte de révérence. Elle a dit qu'un jeune homme s'est arrêté. La vingtaine peut-être. Il l'a sortie de là, l'a conduite à l'hôpital, est resté tout le temps, s'est disputé avec les infirmières pour qu'elle soit vue plus vite. Le souffle d'Ethan se coupa. Elle n'a jamais eu son nom complet. Il lui a dit qu'il s'appelait Jonathan. Jonathan Hay. Le nom résonna comme une cloche dans l'esprit d'Ethan, et pendant un instant, tout se figea. Jonathan Hay. C'était son nom avant qu'il ne le change légalement, juste avant de fonder l'entreprise. À 25 ans, il avait voulu un nouveau départ. Il avait pris son deuxième prénom, laissé Jonathan derrière lui, et était devenu Ethan Hay. Il se souvenait de cette nuit, la pluie battante, la voiture renversée dans un fossé, une femme blessée, effrayée. Il avait brisé une vitre, l'avait sortie et l'avait conduite à l'hôpital le plus proche, attendant qu'elle soit admise. Elle l'avait remercié. Il avait hoché la tête, dit que ce n'était rien, et était parti. Et le voilà maintenant, 10 ans plus tard, écoutant Lisa raconter l'histoire. Elle l'appelait toujours son ange, dit Lisa. Elle disait qu'il n'avait pas seulement sauvé son corps. Il lui avait rappelé que les bonnes personnes existaient encore, que la gentillesse comptait. Elle fouilla dans sa poche et en sortit un morceau de papier plié. Ses bords étaient usés. Elle a écrit ça, dit Lisa. Elle ne l'a jamais envoyé. Elle le gardait près de son lit. Elle le tendit à Ethan. Il le prit avec des doigts précautionneux, le dépliant lentement. Au jeune homme qui m'a sorti de l'épave. Vous ne saurez peut-être jamais ce que vous avez fait pour moi cette nuit-là. Mais vous n'avez pas seulement sauvé mon corps, vous avez sauvé ma foi en l'humanité, en la décence, en le bien. Si ma fille vous rencontre un jour, j'espère qu'elle verra ce que j'ai vu. Un cœur qui n'a pas hésité. Si je ne suis plus là à ce moment-là, sachez que vous m'avez donné plus qu'une nuit de vie. Vous m'avez offert 10 années de plus avec mes enfants. Merci, Hélène Carter.
Hélène, c'était son nom. La gorge d'Ethan se serra. Il regarda Lisa, la prise de conscience s'installant avec tout son poids. C'était la jeune fille de cette nuit-là. 14 ans à l'époque. Il se souvenait vaguement d'elle, attendant dans un couloir avec un livre de coloriage, une queue de cheval blonde, de grands yeux pleins d'inquiétude. Et la voilà, maintenant adulte, blessée, forte, et il était à ses côtés depuis des semaines sans le savoir. Elle n'avait aucune idée que l'homme de l'histoire était assis en face d'elle. « Est-ce que ça va ?» demanda Lisa, remarquant le changement dans son expression. Ethan hocha lentement la tête, repliant la lettre avec des mains tremblantes et la lui rendant. « Oui, c'est une lettre puissante. » Lisa eut un doux sourire. Elle croyait que les gens comme lui étaient rares. Les gens qui font le bien sans rien attendre en retour. Ethan prit une profonde inspiration, se forçant à rester calme. On dirait qu'il a laissé une marque. Les yeux de Lisa s'embuèrent. « C'est le cas. » Elle rangea la lettre et se leva, époussetant son pantalon. Ethan resta immobile, ses pensées tourbillonnant. Était-ce vraiment elle? Cette fille, cette femme, était-ce la même enfant qui lui avait un jour dessiné un ange avec des ailes en crayon de cire et l'avait remercié d'avoir sauvé sa mère? Et si oui, que devait-il faire maintenant que le destin les avait réunis? Tard cette nuit-là, Ethan était assis sur le sol de son appartement, entouré de boîtes qu'il n'avait pas ouvertes depuis des années. La faible lumière de la lampe projetait de longues ombres sur le carton usé et les piles de vieux carnets, reçus et souvenirs d'une autre vie. Ses mains se déplaçaient lentement, méthodiquement, comme si elles avaient peur de trouver ce qu'elles cherchaient. La lettre que Lisa lui avait montrée résonnait encore dans son esprit. Jonathan Hay, le nom de sa mère, Hélène. La nuit de l'accident, tout concordait trop parfaitement. Il devait en avoir le cœur net. En fouillant dans l'une des dernières boîtes, Ethan le trouva. Un journal en cuir usé. Les bords effilochés, la tranche presque déchirée. C'était le journal qu'il tenait dans la vingtaine, à l'époque où il écrivait encore ses pensées au lieu de les taper sur un téléphone. Il feuilleta les pages, des notes sur ses premières idées d'entreprise, des rappels, de courtes entrées sur de longues nuits et des rêves dont il se souvenait à peine. Puis il le trouva. Niché entre deux pages, soigneusement pressé entre le papier et le cuir, se trouvait un petit dessin. Le papier était décoloré maintenant, ses bords enroulés par le temps, mais l'image était sans équivoque. Un croquis enfantin au crayon de cire d'un ange souriant avec de grandes ailes et un halo doré, et en bas, écrit en grandes lettres inégales, « Merci, gentil monsieur, d'avoir sauvé ma maman, Lisa. » Ethan se figea, le souffle coupé, tandis qu'il traçait les lignes du bout des doigts. L'ange avait des cheveux bruns et une chemise bleue, tout comme ce qu'il portait cette nuit-là. Les ailes étaient de travers, le visage grossièrement dessiné, mais le message était clair. Il s'en souvenait maintenant. C'était quelques jours après l'accident. Il était retourné voir Hélène pour s'assurer qu'elle se remettait. Elle l'avait invitée dans leur modeste maison, une petite location dans une rue calme. Les meubles étaient vieux. La cuisine sentait le pain chaud. Et les murs étaient couverts de photos d'une vie construite avec amour. Lisa avait été là, peut-être 14 ans, une fille mince aux cheveux blonds vifs attachés en une queue de cheval désordonnée et des yeux trop grands pour son visage. Elle avait d'abord jeté un coup d'œil timide du coin de la porte, puis avait couru vers lui, tenant le dessin à deux mains. « J'ai fait ça pour vous » avait-elle dit en souriant. « Vous êtes comme un vrai ange. » Il avait ri, mal à l'aise, flatté, mais ne sachant pas comment répondre. Il avait pris le dessin, l'avait remercié et avait promis de le garder. Et il l'avait fait, jusqu'à ce soir, il l'avait oublié. Maintenant, 10 ans plus tard, la même fille, devenue une jeune femme, était de retour dans sa vie, brisée mais courageuse, portant le poids d'un monde qui ne l'avait jamais ménagé. Il fixa le dessin, une boule se formant dans sa gorge. Les émotions l'envahirent. Incrédulité, tristesse, émerveillement. Le genre d'émerveillement qui survient lorsque l'univers boucle la boucle et place quelqu'un que vous avez connu sur votre chemin à nouveau, juste au moment où vous êtes enfin capable de comprendre pourquoi. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle l'avait appelé un ange gardien, mais la vérité était qu'il n'avait été là qu'un instant, une lumière passagère dans l'une des nuits les plus sombres de la vie de sa mère. Pourtant, cet instant avait compté. Il avait survécu en Lisa, en sa mère, dans cette lettre qu'elle n'avait jamais envoyée. Et maintenant, elle souffrait, seule, portant non seulement son deuil, mais aussi la responsabilité d'élever son jeune frère, s'épuisant au travail juste pour survivre. Et malgré tout, elle avait conservé la douceur que sa mère avait aimée, la décence, la force. Ethan s'essuya le visage avec la manche de sa chemise, essayant de calmer sa respiration. « Elle s'est souvenue de moi », murmura-t-il.
pendant tout ce temps. Mais elle ne le savait pas encore. Elle ne savait pas que l'homme qui rangeait les étagères à côté d'elle, qui l'avait écouté pleurer en silence, était le même que celui de cette nuit-là. L'homme qu'elle avait un jour dessiné avec des ailes et appelé un ange. La prise de conscience était écrasante. Il resta assis en silence, le dessin sur ses genoux, le cœur endolori comme il ne l'avait pas été depuis des années. Le passé et le présent étaient entrés en collision. Et au milieu se tenait Lisa, pas seulement une fille au sourire triste. Elle était un fragment d'une promesse qu'il avait faite il y a longtemps, un symbole de quelque chose qu'il pensait avoir perdu dans le bruit des salles de conseil et des échéances. Il plia soigneusement le dessin et le replaça entre les pages du journal, mais pas pour l'oublier cette fois. Non, maintenant, c'était un rappel, un guide. Il regarda par la fenêtre dans la nuit calme et murmura aux étoiles, « Elle m'a donné ça un jour. Peut-être que c'est à mon tour de donner quelque chose en retour. » Et sur ces mots, Ethan sut qu'il ne partirait pas. Pas cette fois. L'air du matin était frais alors qu'Ethan se tenait devant le magasin, sirotant son café, regardant les camions de livraison décharger leur cargaison. Pour quiconque passait par là, il n'était qu'un autre employé du matin attendant de pointer. Mais à l'intérieur, son esprit s'emballait. Il avait un plan discret, un plan doux. Un plan né non pas du devoir, mais de quelque chose de bien plus personnel. Cette semaine-là, Ethan mit en place un canal de soutien privé par le biais de l'organisation à but non lucratif qu'il avait fondée des années auparavant au nom de sa mère, toujours active mais désormais discrète. Sous le pseudonyme « Un ami de votre mère », il commença à envoyer des colis de soutien hebdomadaire à l'appartement de Lisa. Chaque boîte était soigneusement assemblée, des provisions saines, des articles de toilette, des petits jouets et des fournitures scolaires pour son petit frère, et parfois, glissé entre les articles, un mot manuscrit sur du papier sans en-tête. Vous n'êtes pas seul. Continuez. Ou encore, votre force est visible même quand vous vous sentez invisible. Il savait qu'elle serait méfiante au début, mais il savait aussi qu'elle avait besoin de croire à nouveau en la grâce, en la gentillesse invisible, tout comme sa mère l'avait fait autrefois. Puis vint la chanson. Un soir, dans la salle de pause, Ethan avait entendu Lisa fredonner doucement en pliant des reçus, juste quelques notes faibles, presque perdues dans le bourdonnement du distributeur. Mais il l'avait reconnue. C'était la même mélodie que sa mère avait fredonnée des années auparavant dans cette chambre d'hôpital, une berceuse transmise de génération en génération. Il l'enregistra discrètement sur son téléphone et l'envoya plus tard à un ami compositeur avec une simple demande. « Peux-tu en faire quelque chose qu'elle n'oubliera jamais ?» La pièce finale arriva une semaine plus tard. Une délicate version acoustique de l'air, délicatement entrelacée avec le propre fredonnement de Lisa, préservée comme un souvenir sous des accords de piano et de cordes. Ethan la plaça à l'intérieur d'une petite boîte à musique en bois. Il l'emballa soigneusement, ajouta une note, pour les nuits où le silence est trop assourdissant. Elle est toujours avec vous, et la laissa à sa porte, sans expéditeur. Mais il restait une dernière pièce du puzzle, celle qu'il gardait depuis 10 ans, le dessin. Il l'avait conservé depuis le jour où elle le lui avait remis, un croquis au crayon de cire d'un ange souriant sous un halo doré. Les ailes étaient inégales, les lignes mal assurées, mais il était rempli d'une chaleur si enfantine, de tant de conviction. « Merci, gentil monsieur, d'avoir sauvé ma maman, Lisa. » Il l'emmena chez un encadreur en ville, demanda un verre de qualité musée. Pas d'embellissement, juste une conservation. Au bas du cadre, il ajouta une seule ligne en lettres d'or, gardée précieusement. Quand il fut prêt, il l'enveloppa dans du papier doux et le fit livrer au magasin, adressé uniquement à Lisa, casier du personnel. Pas d'expéditeur, pas de message. Il attendit dans la salle de pause pendant que le chef de service lui remettait le paquet. Ethan fit semblant de se concentrer sur un presse-papier tout en l'observant du coin de l'œil. Lisa défit lentement le papier, le front plissé. Puis, soudain, elle se figea. Le dessin la fixait. Sa propre écriture, vieille de 10 ans. Ses propres lettres d'enfant. Son souffle se coupa. Elle s'assit lentement sur le canapé, serrant le cadre. Ses doigts tremblaient en traçant le verre. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne sortit. Puis, finalement, sa voix brisa le silence. « Qui garderait ça pendant 10 ans ?» murmura-t-elle. Ethan ne bougea pas. Il laissa le moment respirer. Lisa serra le cadre contre sa poitrine comme quelque chose de sacré. Les larmes coulaient librement maintenant, sans retenue. Le dessin lui était revenu, non pas comme du papier et de l'encre, mais comme une preuve. La preuve que quelqu'un, quelque part, s'était souvenu de sa mère. S'était souvenu d'elle.
Comment quelqu'un a-t-il pu garder ça si longtemps? Murmura-t-elle à nouveau, la voix brisée. La boîte à musique gisait non ouverte à côté d'elle. Les colis de soutien arrivaient encore chaque semaine, mais rien ne l'avait touchée comme ça, car c'était une partie d'elle qu'elle pensait avoir disparu dans le temps. Et Ethan, debout tranquillement à quelques mètres de là, sut qu'il lui avait donné quelque chose qu'aucune somme d'argent n'aurait jamais pu acheter. Un souvenir, une validation, un amour silencieux, invisible, mais réel. La salle de conférence du magasin 48 bourdonnait d'une confusion silencieuse. Personne ne savait pourquoi chaque employé, des caissiers aux agents d'entretien, avait été convoqué après son service. Des chaises étaient alignées sur le sol, du café et des collations avaient été installés. Lisa était assise près du fond, la boîte à musique qu'elle avait reçue la veille toujours dans son sac. Puis le directeur s'écarta et présenta un invité spécial du siège. Les têtes se tournèrent. Ethan s'avança, mais cette fois, il n'était pas en uniforme. Il portait un blazer, un jean, pas de presse-papier. Il prit le micro et balaya la salle du regard. « Bonjour », commença-t-il. « La plupart d'entre vous me connaissent sous le nom d'Ethan J., le gars de l'entrepôt qui ne sait pas emballer une palette correctement. » Des rires fusèrent. Il sourit. « Mais ce n'est pas mon nom complet. Je suis Ethan Hay. J'ai fondé Ethan Mart il y a 10 ans. » Des halètements résonnèrent. Lisa se figea, le souffle coupé. « Je suis venu en infiltration pour voir si cette entreprise avait encore le cœur avec lequel elle a démarré, dit-il. Et je l'ai trouvée en une caissière nommée Lisa. » Tous les yeux se tournèrent vers elle. Lisa cligna des yeux, stupéfaite. « Je l'ai rencontrée bien avant de connaître son nom, » continua Ethan. « Il y a des années, j'ai aidé une femme dans un accident de voiture. Elle avait des enfants. L'un d'eux m'a donné un dessin d'un ange. Cette fille est ici aujourd'hui. » Les mains de Lisa se portèrent à son visage. « Lisa, dit-il doucement, tu m'as rappelé pourquoi tout cela a de l'importance. Que la force n'est pas bruyante. Parfois, elle se présente juste jour après jour et continue d'avancer. » Elle se leva lentement, tremblante. La voix d'Ethan se raffermit. « À partir d'aujourd'hui, nous allons changer les choses. Cette entreprise donnera la priorité aux gens, avec de meilleurs avantages sociaux, un soutien en santé mentale et de nouveaux programmes pour aider les parents célibataires et les sans-abri. Nous reconstruisons ce qui compte. » Des applaudissements remplirent la salle. Lisa resta immobile, submergée par l'émotion. Ethan descendit de l'estrade et se dirigea vers elle. Il lui prit la main. « Je t'ai rencontré quand tu avais 14 ans. Tu m'as appelé un ange gardien. Mais en réalité, c'est toi qui m'as sauvé. » Les larmes coulaient sur les joues de Lisa. « Je t'ai aimé en silence, » dit-il. « Pas pour ce que tu voulais être, mais pour qui tu es. Pour la façon dont tu as continué à croire au bien quand la vie t'a donné toutes les raisons de ne pas le faire. » Il expira. « Je t'aime, Lisa. Pas parce que tu as besoin d'être sauvée, mais parce que tu m'as rappelé comment vivre. » Un silence s'installa. Lisa ne répondit pas avec des mots. Elle s'avança et l'enlaça, forte et sûre d'elle. Puis un murmure, « Oui, je sais. » Il n'avait pas besoin de restaurants chics ou de voyages de luxe. Ce week-end-là, ils se promenèrent dans son quartier, mangeant des tacos de food truck, riant sous la faible lueur des lampadaires. Lisa se sentait à nouveau libre, comme si son âme avait de l'espace pour respirer. Ethan ne vérifiait pas son téléphone. Il ne se pressait pas. Il lui tenait juste la main comme si cela avait un sens. Un après-midi, Lisa l'emmena avec son petit frère Tommy au cimetière. Ils déposèrent des marguerites blanches, les fleurs préférées de sa mère, sur la tombe. Tommy s'agenouilla et plaça un dessin à côté de la pierre tombale. Ethan s'agenouilla aussi, posant une main sur l'épaule du garçon. « Je ne connaissais pas ta maman comme toi, » dit-il doucement. « Mais je pense qu'elle serait fière de vous deux. » Tommy leva les yeux. « Tu penses qu'elle le sait ?» Ethan hocha la tête. « Elle le sait. » Puis il murmura vers la tombe, « Je promets que je prendrai soin d'eux. Aussi longtemps que je vivrai. » Lisa se tenait tranquillement derrière eux, les yeux brillants. Quand Ethan se releva, il lui prit la main. Ensemble, les trois se tinrent dans la douce brise, les fleurs se balançant. Plus besoin de mots, juste la vérité, calme et magnifique. Ils avaient retrouvé le chemin du cœur. Et ainsi, ce qui avait commencé par une larme dans une salle de pause s'est terminé par une promesse sous le ciel. Une promesse n'est non pas de grands gestes, mais de petits moments de vérité, de gentillesse et d'amour silencieux. Ethan retrouva son but. Lisa trouva la force de s'appuyer sur quelqu'un. Et Tommy trouva quelqu'un qui ne partirait jamais.
Si cette histoire a touché votre cœur, vous a rappelé les héros discrets qui nous entourent, ou vous a fait croire une fois de plus au pouvoir de la compassion, veuillez envisager de vous abonner à Soul Steering Stories. Ici, nous ne racontons pas seulement des histoires, nous racontons celles qui vous marquent. Abonnez-vous, aimez et partagez pour que ces histoires d'espoir continuent de vivre. D'ici la prochaine fois, que votre cœur soit bienveillant et votre âme touchée.